toutes et tous et bienvenue sur ce Pet Live numéro 3 consacré au cartable vert. Et on est très heureux de vous voir ce soir avec mon collègue et ami Antoine Maldonado. Et bonsoir à tous. Effectivement, un super pet live ce soir autour d'une initiative phare du réseau Prof en Transition. C'est le cartable vert, une initiative qu'on porte depuis un petit moment sur les réseaux et qu'on voudrait vous partager avec vous ce soir un petit peu l'essence d'une séquence type pour amorcer sur ce sujet-là. Sur ce sujet, voilà, on avait prévu de diffuser sur Facebook et YouTube en même temps, mais les contraintes techniques ont fait et la gratuité des applications ont fait que on ne sera que sur YouTube. On enverra très vite l'événement sur Facebook. Petite présentation très rapidement de Prof en Transition, Antoine, et je vais te laisser démarrer en te partageant l'écran de notre site web. Et Qu'est-ce oui, qu'un Prof en Transition avec ce joli slide et ces verbes d'action? alors, Prof en transition, si on doit bien donner un mot qui le qualifierait, je pense que ça serait, on en a déjà parlé souvent, mais ça serait plutôt le réseau ouvert, ouvert parce qu'on est déjà ouvert à l'ensemble des éducateurs, ce qui fait quand même déjà une petite aparté par rapport à d'autres réseaux qui sont vraiment spécialisés que enseignants ou que profs. Nous, on est vraiment ouvert à l'ensemble de la communauté éducative. Donc c'est pour ça que un des premiers verbes que vous voyez apparaître, c'est fédérer et agir ensemble. C'est ces deux verbes-là qui vont très bien ensemble puisque voilà, on essaie de construire en coéducation, du coup, dans nos pratiques quotidiennement, les apprentissages avec nos élèves. Et oui, tu l'as dit, co-construire, diffuser, Prof en Transition, donc c'est un réseau qui maintenant va fêter ses 5 ans à l'automne, qui est né de cette ambition de fédérer l'ensemble de ces acteurs dont tu as parlé dans la francophonie, beaucoup de collègues de Belgique, de Suisse, etc., du Canada, établissements français à l'étranger, et avec cette idée aussi au-delà d'être un réseau d'échange, notamment sur le groupe Facebook, qui réunit aujourd'hui 31 000 membres, c'est de pouvoir être aussi un média, on va dire un slow média. On a découvert ce terme qui nous plaît plutôt bien, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir ensemble en termes d'équipe, de voir les sujets qui nous paraissent importants, de veiller, de faire de la veille sur ces sujets, et puis de produire régulièrement des articles sur notre site web, des lives comme on peut le faire là, sachant qu'on est une équipe bénévole et que tout ça, c'est sur le temps de la vie de famille et des loisirs. Mais c'est quelque chose qui nous anime par conviction. Donc voilà, Prof en Transition, c'est à la fois un réseau d'acteurs et c'est aussi ce média qui monte en puissance plus les années passant. Voilà. Un média donc dynamique à la fois sur les réseaux sociaux, mais effectivement un peu plus slow, comme dit Fred, qui permet en fait d'être un peu plus inclusif aussi pour tous les gens qui n'ont pas accès au réseau et qui souhaitent un peu se déconnecter de ce genre de médias. Donc, on essaie d'être fidèle aux échanges, en tout cas de retransmettre sur le site web un petit peu l'essence de nos échanges et des échanges des membres surtout, en fait, qui font vivre le site à travers nos articles on essaie de compiler un petit peu tous ces échanges. Exactement. D'ailleurs, ça va me faire bondir on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Donc, Prof en Transition, je vous partage ici mon écran. Donc, c'est un site internet aussi, donc qui est ouvert à tout le monde, qui est découpé en onglets. Je vais faire un petit zoom rapide sur l'onglet Initiative qui va nous intéresser ce soir. Et là, on voit l'ensemble des initiatives qu'on a pu lancer sur le réseau, c'est-à-dire, évidemment, ce sont des initiatives qui sont corrélées aux thématiques de la transition, que sont la biodiversité, le climat, l'alimentation, etc. Mais aussi, et qu'on a voulu travailler sous forme de hashtags sur les réseaux. Donc, vous pouvez trouver ces hashtags que vous voyez là, le bureau vert, le cartable vert dont on va parler aujourd'hui, l'école du dehors, dont on a beaucoup parlé déjà. D'ailleurs, je vous renvoie au Pet Live numéro 1, qui est disponible sur la chaîne YouTube et le site web. Et donc voilà, et ces initiatives, sous l'ensemble de ces onglets initiatives, vous retrouvez l'ensemble des articles qui ont été compilés et construits au fur et à mesure de ces années avec l'équipe. L'idée, c'est que ces initiatives répondent toujours à un besoin qu'on a identifié du terrain, de nos expériences personnelles, puisqu'on est enseignant de terrain, et puis de ce qu'ont remonté nos camarades sur les réseaux. On peut ajouter du coup que ces initiatives, en fait, elles balayent un ensemble de thématiques. On va avoir parlé de thématiques pour faire simple. On pourrait parler d'objectifs de développement durable aussi si on voulait faire référence aux 17 ODD des Nations Unies. Voilà, je pense que c'est des initiatives, c'est vraiment des projets que l'on porte et qui va permettre de balayer certains sujets. Celui qui va nous intéresser ce soir, le cartable vert, il est aussi un petit peu englobé dans une plus grande initiative qu'on va pouvoir, qu'on nomme aussi l'école zéro déchet, puisque finalement,
c'est comment dans nos pratiques faire que on va pouvoir agir, limiter les déchets et faire preuve du coup d'exemplarité aussi au sein de notre école, de nos écoles, de nos collèges ou de nos lycées. Voilà, donc le cartable vert s'inscrit plus spécifiquement du coup dans la démarche autour des déchets, mais en lien avec nos fournitures scolaires, que ce soit sur les espaces scolaires ou les espaces périscolaires. Et oui, et en coéducation avec les familles d'ailleurs. Et parfois, les collectivités, on pourra en parler un petit peu après. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler, c'est-à-dire que parmi toutes les thématiques de la transition, la plus facile à aller chercher d'entrée quand on est éducateur, c'est peut-être celle du déchet, parce qu'elle est très tangible pour les enfants, c'est visible, c'est concret, c'est dans nos salles de classe, et on peut vraiment agir dessus avec des effets rapides. D'ailleurs, c'est la thématique qui est le plus labellisée, notamment par Ecoécole. Vous savez qu'il y a 8 thématiques chez Ecoécole, parmi lesquelles le déchet, qui est la plus utilisée chaque année pour labelliser un établissement. Donc Antoine, oui, tu as tout dit. Lutter contre le déchet de façon générale, c'est la dynamique école zéro déchet. Et là-dedans, il y a un petit focus qu'on va faire sur le cartable vert, où là, on travaille spécifiquement la fourniture scolaire. Et donc, finalement, on place l'écolier, l'étudiant, avec cette idée qu'il a besoin d'un outil pour travailler, la fourniture scolaire. Et donc, on interroge cet outil pour voir sa pertinence vis-à-vis de la transition. Et vis-à-vis surtout de l'enjeu qu'on donne à l'école chez Prof en Transition, c'est-à-dire que comme l'école est une fabrique d'avenir, on n'est pas là pour abîmer cet avenir, et donc on est là pour que les écoles soient vertueuses et n'aillent pas amplifier les bilans carbone et l'érosion de la biodiversité. Voilà, et donner à voir du possible. Je fais un focus, Antoine, rapidement, donc sur l'onglet cartable vert, où on retrouve l'ensemble des articles qui ont été compilés. Voilà. Et oui, je te rejoins aussi sur l'idée qu'en fait, c'est vraiment dans nos écoles, ces micro-sociétés là, effectivement, c'est vraiment une initiative ou une démarche, on va dire, qui est très pragmatique, donc qui est facile, je trouve, pour tous les éducateurs c'est un bon moyen de rentrer en fait dans les thématiques du développement durable par ce biais-là. Et c'est très visible pour les élèves, donc ils font vraiment l'expérience directe de, de leur savoir et de toutes les expériences qu'on va pouvoir mener en prenant comme sujet d'étude les fournitures scolaires. Donc c'est une mise en œuvre qui est quand même assez simple et qui est pragmatique, donc facile dans la mise en œuvre. Mais on va en parler juste après de cette mise en œuvre. Juste avant, un petit point d'historique sur ce cartable vert. Alors, le cartable vert, c'est la thématique qui est peut-être la plus connue chez Prof en Transition, parmi les initiatives qu'on vous a présentées tout à l'heure. C'est une terminologie finalement qu'on a inventée, voilà, chez Prof en Transition. Il existait déjà 2 autres listes on va dire, de catalogues de fournitures scolaires, de préconisations, celle du ministère de l'Éducation nationale, qui est plus axée sur des listes un peu standardisées avec une économie financière à réaliser pour que ça soit rendu disponible à tous les acteurs sur le territoire. Et une liste aussi, il faudrait peut-être qu'on retrouve le lien à l'occasion, qui était faite par l'ADEME sur la qualité au niveau, on va dire, sanitaire, au niveau des émanations, de la santé, de la toxicité des produits. Voilà. Oui, effectivement, parce que je crois que ça avait fait un petit peu scandale, effectivement, et toutes les substances toxiques qu'on peut retrouver effectivement dans les fournitures scolaires, et d'autant plus nos élèves qui les manipulent quotidiennement, qui peuvent les mâchouiller, tout ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi de qu'est-ce qu'on laisse aussi dans la main de nos élèves sur le volet sanitaire également. Oui. Alors nous, on a fait un croisement de ces choses-là, c'est-à-dire que l'idée, ça a été de présenter des choses qui soient écologiquement correctes. Et en général, quand c'est écologiquement correct, c'est aussi sanitairement et économiquement correct sur le long terme. Donc on a, je pense, réuni ces avantages-là. Juste pour faire un point d'histoire, donc c'est l'initiative qui a connu le plus de succès, avec les fameux crayons gras qui remplacent les feutres sur le tableau. C'est des vidéos chez nous qui ont fait plus de 400 000 vues, qui ont fait rentrer des milliers et des milliers de membres sur le groupe. L'idée qu'on a eue, ça a été d'interroger, vous retrouvez ça sur le groupe, d'interroger chacun des verbes d'action vis-à-vis de nos collègues. Est-ce que vous vous collez dans vos salles de classe? Est-ce que vous découpez? Est-ce que vous effacez, etc. Donc, c'était très naïf. Et ça a permis d'interroger les gestes professionnels et puis quels étaient les produits qui étaient utilisés ou les besoins. Et suite à ça, on a décidé de compiler ces choses-là sous forme de liste. Et là, on remercie vraiment les gens qui ont participé activement de l'équipe projet Prof en Transition, qui ont participé à ces listes, puisque ça a été assez long à faire. Aller sur les sites web, repérer les tarifications, etc. etc. Et donc voilà, donc on part du moteur du groupe pour construire collaborativement ces listings.
Il y a un aspect social aussi qui est très important, d'autant plus aujourd'hui. C'est vrai qu'avec la crise sociale et l'inflation un petit peu qui guette, et enfin qui enfle hein, carrément, c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect social dans le sens où on va arriver à terme, petit à petit et d'année en année, à vraiment réduire la liste de fournitures scolaires. Donc, il ne faut pas non plus négliger effectivement que pendant les temps qu'on vit actuellement, c'est sûr que c'est pas négligeable non plus de prendre ce projet-là sur l'aspect économique, puisque les familles vont forcément s'y retrouver et puis on y gagne un peu sur tous les plans écologiques, sanitaires, mais aussi Ouais. dans l'aspect financier. C'est là où ça rentre complètement dans la transition écologique et sociale. Et c'est important, tu as raison de le rappeler. Je fais un focus sur le partage d'écran rapidement sur alors c'est pas cet onglet-là que je voulais vous montrer, voilà, sur celui-ci. Ça ne va pas être le cœur de notre discussion aujourd'hui, on est encore dans la fin de notre introduction là. On retrouve cette première idée, c'est-à-dire c'était voilà, d'interroger les produits et d'avoir des possibilités, soit de faire soi-même les produits, soit de les acheter. On vous a mis les liens avec les tarifications, etc., etc. Cette première, là je vous refais l'histoire, cette première version, c'était directement destiné aux éducateurs pour qu'eux puissent construire eux-mêmes leur panier de fournitures scolaires. Et très vite, avec Antoine et l'équipe, on a décidé de basculer sur ce qui nous a animés ensuite depuis maintenant plus de 3 ans, c'était qu'à chacun de nos projets, évidemment, on associe les enfants, que les enfants soient dans le cœur de la machine, depuis le besoin initial du projet jusqu'à sa finalité. Donc, le cartable vert est entré dans une deuxième dynamique ensuite, qui était celle de dire, ben non, les éducateurs, ils ne choisissent pas tout seuls leur fourniture scolaire. Dans l'idéal, et c'est ce qu'on va vous présenter avec Antoine, sur la séquence de travail qui va venir, dans l'idéal, on travaille dès le départ, dès le constat avec les élèves. Donc ce document, on vous mettra les liens pour récupérer aussi ces documents qui sont déjà précompilés. Voilà, on retrouve les différentes catégories, la papeterie, les différents types de papier, le matériel de bureau divers et variés, les encres, les aquarelles. Les collègues de dessin et l'art plastique nous en ont beaucoup donné des éléments, notamment il y a des collègues qui font des choses incroyables, qui fabriquent tout leur encre. C'est assez fabuleux. Les peintures, la pâte à modeler, etc., les crayons, tout ça. Donc tout ça, vous le retrouverez sur les liens qu'on va vous donner et sur l'initiative Cartable Vert. Je fais un décroché aussi, comme ça sera fait Antoine, sur le petit Pinterest des profs en transition pour ne pas oublier. Donc sur Pinterest, on a aussi, à l'époque, on a essayé de compiler sur les différentes catégories ces éléments de fourniture. Voilà. Qui peut vous servir à constituer directement dès demain un panier de fourniture. On avait aussi décrypté à l'époque les catalogues des fournituristes les plus connus, Pichon, majuscule, etc., Sadel pour ne pas les citer, avec il y a 3 ans de ça, il faudrait peut-être remettre ça au goût du jour, mais des résultats assez décevants et des fournituristes qui ne jouaient pas le jeu de la transition écologique et sociale. Ça a dû évoluer un peu. Voilà, bon, toujours à interroger effectivement le rapport. Est-ce qu'une entreprise joue vraiment le jeu ou est-ce que c'est du greenwashing? Donc ça aussi, ça c'est un autre sujet. C'est assez long d'en parler, mais bon voilà. Ouais, ça fait partie de l'aiguisement de l'esprit critique aussi, savoir repérer est-ce que le label est forcément pertinent au vu de l'objet, de sa provenance, de ses matériaux. On peut se poser des questions parfois avec les plus grands, effectivement, sur les labels également. Donc prendre ça avec un peu de recul aussi, même les connaître, apprendre à les connaître, mais également aussi apprendre à avoir une distance vis-à-vis de ces objets. Allez, je vais à présent, je crois, on a fait le tour pour l'instant, quitter ce partage d'écran. Vous allez nous avoir en un peu plus grand sur vos écrans. Cette séquence de travail qui est proposée, Antoine, on a dit, on va la décrire, on va la disséquer avec vous. L'idée, c'était de partir d'un diagnostic, d'un état des lieux initial, comme on a l'habitude de le faire en pédagogie de projet, et donc d'établir un constat de terrain vis-à-vis de ces déchets fournitures. Ouais, alors c'est vrai que sur le diagnostiquer, c'est important de partir du réel, on en a déjà dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui, dans nos classes, dans nos écoles, va nous permettre aux élèves de se questionner, donc d'établir ce constat de terrain dans lequel on veut faire émerger finalement que l'école aussi produit des déchets et en produit en quantité. Donc toute cette phase de diagnostic, elle est assez importante, il y a plusieurs manières de le mener. Moi, pour mon expérience personnelle, je suis parti effectivement de ce qu'on observe dans la poubelle ou en menant des collectes, des matériaux, des outils pour écrire. Donc, on a essayé
de créer une collecte de tous ces objets. Et on s'est aperçu que finalement, la quantité était quand même assez énorme. Et c'est surtout qu'en fait, il n'y avait pas de filière à l'époque de retraitement ou pour recycler tous ces objets. Donc ça a été quand même une matière déjà visuellement parlante pour les élèves, qu'on a pu aussi étayer par des chiffres effectivement qui peuvent un peu faire peur, mais qu'il faut aussi qu'il faut annoncer, c'est-à-dire qu'il y a ces 70 000 tonnes quand même de déchets produits dans le monde chaque seconde, hein, dont 10 000 de plastique, donc c'est juste énorme. Donc on peut faire avec les plus grands des calculs pour essayer de se projeter, même si les dimensions sont tellement énormes que c'est vraiment difficile de se projeter, mais en tout cas on rentre un peu dans le diagnostic, et la phase qui glisse avec, c'est celle de la problématisation. Qu'est-ce que ça va qu'est-ce que tout ça vers quoi ça nous amène finalement, et comment on va arriver à problématiser sur les pollutions et sur les conséquences en fait de nos actes d'achat en fait, hein, sur nos pouvoirs de consommateurs. Oui, parce que ce qu'on ne vous a pas dit en présentation, Antoine et moi, on a présenté les réseaux Profond Transition, on ne s'est pas présenté nous-mêmes, hein, on est tous les deux enseignants. Enfin, moi, je suis plus en salle de classe cette année, je suis formateur, mais pas mal d'années d'expérience en CM1, CM2. Antoine, toi, tu es encore en classe avec ce niveau-là. Et c'est tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des choses qu'on a, on a réfléchi et maturé sur Prof en Transition, mais on a pu aussi le vivre et le tester en salle de classe. Donc, on étaiera notre présentation de cette séquence par ce qu'a fait Antoine là, c'est-à-dire un exemple terrain. C'est vrai qu'il faut déjà se rendre compte de ce qu'on produit, donc par ces collègues dont tu parles. J'en profite pour dire qu'il y a une collecte qui est organisée par, je crois, TerraCycle, mais c'était un peu BIC qui était derrière à la manœuvre. BIC, ce n'est pas forcément nos grands copains, d'ailleurs, ils peuvent nous écrire s'ils veulent. Mais BIC ne fait pas beaucoup d'efforts en termes de transition écologique et sociale. On est sur du plastique jetable à tout va. Du moins, c'était encore le cas l'année dernière. Donc voilà. Donc c'est des collectes, on peut s'interroger aussi, c'est-à-dire quand le fournisseur ne fait pas d'efforts au démarrage pour concevoir des produits. C'est tout à fait noble de vouloir recycler, de vouloir retraiter, etc. Mais je pense que c'est l'amont qui est le plus important. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Donc, on avait mis en valeur une collecte sur l'ANR neurofibromatose, qui est une maladie. Donc, vous retrouvez aussi ces liens dans nos articles site web ou sur notre groupe Facebook, qui permettait au moins de rentrer dans quelque chose d'un peu plus éthique selon nous. Là, encore une fois, voilà, c'est pareil. Toujours s'interroger, toujours cet esprit critique dont on parle. Et c'est vrai, quand on a fait le tour de ces déchets, y compris en regardant sa poubelle, alors moi j'ai commencé dans la salle de classe en analysant globalement la poubelle, on retrouvait des stylos, des feutres, des fluos, on retrouvait des mouchoirs, des papiers du lave-main, ça d'accord. Des choses sur lesquelles on ne pouvait pas agir directement parce que c'était un fonctionnement d'établissement avec la mairie, etc. Par contre, les stylos et tout ça, c'était nous directement qui les lancions et qui les achetions, et c'est l'enseignant qui demandait ce matériel-là. Donc là, on pouvait agir. Et là, c'était intéressant. Et ensuite arrive cette étape où il va falloir problématiser. Antoine, je te laisse peut-être comment, avec les enfants, une fois qu'on a ça, on rentre dans quelque chose de… tu l'as déjà dit un petit peu quand tu fais le constat des chiffres. J'ai un peu dévoilé un petit peu, mais c'est vrai que ça vient de soi finalement. Une fois qu'on a établi un petit diagnostic, qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets? Et déjà, essayer de les qualifier, les trier, catégoriser un petit peu tous ces déchets. Donc, ils vont vite comprendre qu'il y a des déchets pour coller, il y a des déchets, on a produit des déchets pour pouvoir coller, on a utilisé des crayons pour pouvoir écrire. Et du coup, on va se poser la question, mais est-ce que l'ensemble de ces déchets ou dans ces catégories-là, est-ce que j'ai vraiment besoin finalement de tous ces matériaux-là ou de tout ce matériel pour nos besoins de classe? Donc là, on en revient à l'essence du besoin, en fait, d'une démarche qui est un peu plus globale et qui peut s'appliquer très bien à cette démarche-là. C'est celle des 5 R. Hein. C'est les 5 R. C'est l'idée de placer les élèves en tant que consommateurs, c'est-à-dire la formule est consacrée aujourd'hui, mais c'est vraiment cette idée-là. Finalement, si les élèves, dans leur métier d'élève, j'aime pas trop cette expression, mais là, s'ils prêtent bien, les seuls outils qu'ils vont utiliser, leur seul matériel, c'est celui dont on parle là, celui des fournitures scolaires. Donc, c'est vrai qu'ils sont consommateurs avec leurs parents vis-à-vis de ce qui est demandé par l'établissement de ces fournitures-là. Donc, c'est ce qui nous rejoint. D'ailleurs, c'est là où la coéducation est très forte sur ce projet-là quand même, que ce soit au secondaire ou au primaire d'ailleurs, parce qu'au secondaire, les listes aussi de fois ne sont pas coordonnées vis-à-vis des différents enseignants, ce qui fait qu'on se retrouve avec des choses qui pourraient être complètement plus harmonieuses au niveau aussi d'une logique de cycle d'établissement. Bon,
On y reviendra un petit peu sur la fin du webinaire. Mais cette idée de rendre les élèves acteurs, consommateurs et de leur dire, mais quand tu as besoin d'acheter quelque chose, au-delà de la fourniture scolaire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et quand on se place dans cette dynamique-là, je pense qu'Antoine et moi, on l'a vécu en tant qu'adulte dans notre changement de vie, parce qu'on a tous eu des moments où on a compris qu'il fallait partir sur des choses plus écologiques. C'est vrai que quand tu t'interroges sur un besoin de consommation, souvent, tu te dis, bah non, j'en ai pas besoin, ou j'en ai pas besoin maintenant. Et le fait de freiner cette pulsion d'achat, parce qu'on a tous des pulsions d'achat, finalement, tu n'achètes pas. Ça décale et tu te rends compte que tu n'en avais pas besoin. Et je pense que c'est important aussi, cette dynamique-là. Ça régit ensuite tout ce comportement au quotidien de ces futurs citoyens. Ouais, et on peut même étendre du coup, et souvent c'est ce qui se produit, hein, c'est qu'on peut étendre à l'étude de certains objets, notamment on peut parler des petites souris pour effacer ou les correcteurs. Hein. Là, on en revient, nous en tant qu'éducateurs ou en tant qu'enseignants, à s'interroger et à interroger avec les élèves le statut de l'erreur. On a un inducteur immédiat là en fait hein, pour débattre ensemble collectivement de qu'est-ce que ça représente cette erreur. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on la cache, qu'on la camoufle? Et ça, c'est super important aussi pour la vie de la classe. Oui, tu as raison que quand on va venir interroger notre besoin, naïvement, évidemment, quand en classe, on a besoin d'écrire. On écrit encore. Il y a certains pays qui voulaient arrêter d'écrire parce qu'il y avait les tablettes et les ordi. On a une chance, c'est d'écrire encore. Donc, on écrit encore. Donc, on a besoin d'outils scripteurs, pour le coup, et employons le terme consacré. Après, à quel outil on va se référer, c'est encore autre chose. Mais Antoine a raison. Est-ce qu'on a besoin de gommer? Est-ce qu'on a besoin de… Alors, en géométrie, on pourrait le signaler ou dans le dessin, mais est-ce qu'on a besoin d'effacer une erreur? Et là, on touche finalement à la fois à ce que les élèves vont pouvoir nous en dire, est-ce qu'ils sont capables d'accepter, c'est-à-dire est-ce qu'eux acceptent aussi de ce fonctionnement, de laisser une erreur sur un cahier, de rayer ou ils préfèrent. Enfin, voilà. Et puis, pédagogiquement, de façon dictique aussi, ce que l'enseignant va proposer. C'est extrêmement intéressant hein, d'analyser, y compris pour l'enseignant, ce besoin. D'être cohérent également. On a des collègues sur Prof en transition et chapeau, moi, je n'ai jamais vraiment réussi à 100%, qui arrivent à ne plus coller. C'est-à-dire que pour eux, coller du papier sur du papier, c'est une aberration parce qu'on perd de la surface de papier, on sacrifie des ressources. Ben, ils ont raison. Maintenant, jusqu'à quel point on y arrive, bon, ça, c'est encore autre chose. Mais ça interroge quand même ce regard-là de l'éducateur et de l'enfant. Non, mais ce qui est bien avec ce projet, c'est que finalement, on peut démarrer avec un outil ou se focaliser une année sur un outil et pas forcément se dire bah, j'ai tout révolutionné dans ma classe, on va passer du tout au tout. Pour le pratiquer maintenant depuis 5 ans avec ma classe, moi chaque année je me mets un objectif différent et j'essaie de me tenir à cet objectif. Cette année, ça aurait pu être le statut de l'erreur, mais ça a déjà été traité. Donc en fait, on est parti sur d'autres sujets. Le sujet de la colle, effectivement, c'est un sujet qui interpelle souvent et qui est facilement aussi partageable avec nos collègues. C'est vrai que tout le monde partage ce constat. Alors comment faire mieux? Donc, comme l'a dévoilé tout à l'heure Frédéric, on en reparlera peut-être aussi à la fin de l'année pour vous donner à la fin du webinaire, pour vous donner d'autres pistes pour élargir un peu cette démarche. Mais vous la voyez arriver, c'est forcément la coéducation aussi. Ça ne se travaille pas qu'au niveau de l'élève, ça se travaille aussi avec nos collègues. Donc, oui. Cette démarche-là, elle va forcément rayonner un petit peu autour de votre classe, puisque forcément des choses vont changer, les élèves en parlent entre eux. Et puis c'est bien aussi de montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et qui sont facilement réalisables. Parce que finalement, trouver des alternatives aux objets qu'on utilise quotidiennement, finalement, c'est assez simple et il y a quantité d'alternatives possibles. Oui, c'est ça. Les fournisseurs proposent aussi quand même beaucoup d'alternatives. À nous maintenant d'étudier celles qui nous correspondent le mieux en fonction de nos objectifs. Voilà, et c'est vrai que là où tu as raison, c'est la méthode des petits pas, encore une fois. Toutes les initiatives qu'on a proposées sur Prof en transition, que ce soit de réensauvager, de faire revenir de la biodiversité autour de son établissement, que ce soit de travailler l'empreinte carbone, que ce soit, etc., elles partent toujours du premier petit pas qui est celui déjà de l'éducateur qui prend conscience. Voilà, c'est la base. Hein. Et ensuite, qui doucement dans sa salle de classe crée une dynamique. Et on voit bien qu'au bout d'une année ou deux de cette salle de classe, ça va vers les salles de classe voisines, etc. Ça infuse dans les familles. Et petit à petit, on arrive au bout de 2-3 ans à avoir une dynamique d'établissement. Moi, j'en étais aussi là à la fin de mon travail sur le terrain à ce sujet-là, qui était à la fin même une dynamique inter-établissement. C'est-à-dire que l'établissement étant labellisé, il était capable de proposer en intercycle, notamment vers les établissements du secondaire de la commune, des choses en concertation. Et là, ça devient intéressant. Cette méthode de 5R, je vais me permettre de faire un petit partage d'écran
rapide. Vous la voyez apparaître là, donc pour ceux qui ne la connaissent pas. Ah, on voit même qu'il y a à partir de 13 euros le bois de paillage, hein, excusez-moi pour la pub, si ça vous intéresse, mais il y a une rupture de stock. Donc, sur cette image, on a cette pyramide qui est intéressante. D'ailleurs, on parle souvent des besoins. Ça fait penser à la pyramide des besoins de Maslow, hein. C'est important de se rappeler ça. Se sentir d'abord en sécurité, en bonne santé, en bonne alimentation avant d'avoir du loisir, etc. C'est important de le rappeler quand on parle de la transition et de tout ce qui peut nous. Ouais, ce qui ramène au plancher social ou à la théorie du donut, qui connaissent. Ce qui ramène à la théorie du donut, le plancher social, on vous laisse regarder tout ça. Mais effectivement, et là, on a une pyramide inversée qui part du plus important en haut, c'est-à-dire le refuser. C'est-à-dire que quand je refuse le besoin, ben finalement, l'achat n'existe pas, ça n'existe pas, c'est rayé de ben non, j'en ai pas besoin, terminé. Et là on est dans une salle de classe, typiquement, moi, dans ma classe, c'était les feutres, par exemple. C'était le principe qu'on avait. Ben, on n'utilisait pas trop les feutres. On estimait qu'au crayon de couleur, on travaillait bien ou avec d'autres types d'encre ou de peinture. Donc, il n'y avait pas de feutre. C'était refusé. C'était comme ça. C'est une prise de parti, hein, qu'on n'a pas fait chaque année, mais qu'on a pu faire. Et ce refusé, il est fabuleux parce qu'il ne génère aucun déchet, aucune dynamique. Voilà, je refuse de prendre ma voiture. J'ai pas de voiture, je marche à pied. C'est terminé. On a travaillé l'empreinte carbone. C'est pareil avec le régime alimentaire. Si on refuse, par exemple, de manger de la viande, ben voilà. Mais c'est des choix. Après, si le refusé ne fonctionne pas, parce que le refusé, il est quand même manichéen, quoi. C'est oui ou non, hein. Je refuse pas. Si on ne refuse pas, ben on a le réduire qui arrive. Il est extrêmement intéressant, ce réduire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas non plus refuser. Et le réduire, il arrive là-dedans. Et lui, donc, on va essayer de consommer moins. Alors, je ne sais pas si on a des exemples à donner, Antoine, par rapport à ça. La mutualisation, par exemple. Oui, exactement. On peut faire des commandes groupées déjà, obtenir des tarifs un peu plus intéressants et réduire le volume de commandes déjà. Ça peut être ne serait-ce que ça déjà. Après, Oui. plus spécifiquement en classe, le réduire, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 crayons qui font exactement la même chose? Ouais. Est-ce que avoir un seul stylo bleu suffit ou avoir un stylo encre suffit? Bon. C'est réduire le volume de la trousse de nos élèves, hein. Moi, il y a une année, les élèves avaient 3 trousses chacun sur leur table. C'était Ouais. un enfer sans nom. Donc Et en fait, on a l'impression qu'effectivement, en plus, je pense que les enfants, comme les adultes, mais les enfants sont peut-être encore plus, je trouve, soumis au marketing et à l'envie de renouveler, mais justement qui n'est pas forcément lié à un besoin. Donc apprendre à avoir ce recul, justement, est-ce Ouais. que j'ai pas déjà un outil qui fait déjà la même chose? Donc là, on va réduire de fait forcément les consommables qu'on va pouvoir. Oui, et puis le réduire, il vient fortement avec la mutualisation. C'est-à-dire, on réduit la quantité qui est consommée parce qu'on se dit, on ne va pas en acheter un par élève ou deux, trois par élève. Là, tu as donné un exemple tout à l'heure, des fois, des trois, quatre trucs qui font la même chose. Bon, là, on est encore pire. Mais ne serait-ce qu'un par élève. C'est-à-dire que nous, dans la salle de classe, on ne demandait plus de crayons de couleur, d'assortiment de crayons de couleur à chaque élève. On avait un pot de crayons de couleur qui était mutualisé par îlot. Donc, on passait quand même d'une logique de, je ne sais pas moi, 6 pots à la place de 25 à 30 sets de crayons de couleur. Donc là, on réduit par la mutualisation et surtout, on apprend à coopérer, on apprend à prendre soin, on apprend à faire avec les autres sur une même base de matériel. Ça nous paraît important. Le réutiliser, que nous, on a transformé un petit peu dans notre cartable vert aussi en réparer. Par exemple, le réutiliser, ça va être tout ce qu'on a perdu dans nos placards d'école. Les placards d'école regorgent, si on fait l'inventaire ce soir, de tous les objets, stylos, feutres, cahiers qui ont été perdus dans les cartables. On en a plus, je pense, que dans le stock de chez Pichon. Hein, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais dans une école, il y a quand même pas mal. Nous, ça a été justement un gros sujet, un gros travail. Il ne faut pas le négliger. C'est vrai que mettre en commun, faire un peu le tri, parce on court un peu après le temps, on en est bien conscient. Mais au final, on a mis de côté une quantité de matériel que chacun avait individuellement dans ses armoires et qui, au final, n'était pas utilisé parce que pas assez, justement, en quantité, ne répondait pas aux besoins en quantité. Mais une fois réunis, permettait justement de répondre à cette problématique. Donc, typiquement, nous, on a encore, vous voyez, de vieux protège-cahiers qui ont été mis en commun, alors avec des tailles différentes, mais qui trouvent aujourd'hui une utilité parce que j'étais au fond d'une armoire seul ou deux ou trois, et donc qui permettaient plus qui n'avaient plus de cohérence avec l'ensemble de la classe.
Donc de Ouais. mutualiser, de mettre en commun aussi côté adulte, un impact non négligeable. Oui, Euh, mais là, tu as dit un mot qui est extrêmement important, c'est le mot cohérence. Tout à l'heure, je voulais en parler. C'est aussi l'éthique et la cohérence de l'éducateur. Quand on aborde le sujet de transition écologique et sociale, parce que c'est un sujet qui nous anime, et parce qu'on a le devoir aujourd'hui, vu les enjeux, de travailler ça, hein, je pense que c'est le devoir premier de l'éducateur du XXIe siècle, vu les rapports scientifiques en cours. Il faut soi-même être un peu exemplaire, du moins. Donc c'est vrai que si on commence à parler de ces sujets-là en étant avec des feutres toxiques au tableau, ça ne fonctionne pas. C'est aussi de montrer un exemple et de rentrer dans la dynamique avec les enfants aussi. C'est intéressant d'être à côté d'eux dans ce travail-là, avec eux dans ce travail-là finalement. Se réutiliser, donc c'est à la fois retrouver ce qui a été perdu. Là où tu as raison, Antoine, c'est d'arrêter un petit peu de faire, pardonnez-moi l'expression, mais les riches, quoi. C'est vrai qu'avoir tous les mêmes protège-cahiers pour chaque type de cahier, etc., ben non. Peut-être qu'on peut se dire que ce qui compte, c'est d'avoir un cahier d'anglais, et que si c'est marqué dessus que c'est un cahier d'anglais, que le protège-cahier soit jaune, vert ou bleu, avec des élèves un peu plus grands, quand même, ça fonctionne. Je veux bien qu'avec des petits, les couleurs soient un guide. Quand on a des élèves de CM1, CM2, ils vont bien trouver leur cahier d'anglais. Ça peut marcher. Et puis, c'est aussi quand même les responsabiliser avant le collège, où il y aura moins de guidage de ce point de vue-là. Donc, et puis, c'est aussi leur expliquer qu'à un moment donné, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme vient des ressources terrestres, et que ces ressources terrestres sont abîmées, sont altérées, et qu'elles ne sont pas infinies. Voilà, hein, ces discours-là, aujourd'hui, les élèves doivent les entendre. Ce n'est que du bon sens et de la vérité scientifique. C'est aussi le réutiliser, le réparer. Donc là, on peut penser à tous nos compas qui, malgré tous ceux que tu essayes, ça ne fonctionne jamais très bien. On a un souci, on arrive à envoyer des rovers sur Mars, mais les compas, on n'arrive pas à faire des compas qui tiennent la route. Mais je ne sais pas oh, ce il n'y a qu'il en pas que les pense. compas, hein. Les stylos, c'est pareil, c'est quand même. Bon, Enfin, si on prend effectivement des stylos à moindre coût, on va dire, on peut s'attendre à voir des problèmes techniques et on en a régulièrement. Euh, alors, pour faire l'expérience dans ma classe, moi, c'est vrai qu'il y a des stylos qui sont rechargeables, puisqu'on en est arrivé à réduire. Est-ce qu'il faut nécessairement acheter à chaque fois un nouveau crayon, ou est-ce que acheter simplement la recharge suffit? Là, je pense que ça fait un moment et un petit moment qu'on a démontré par A plus B qu'au final, changer une cartouche est bien plus salutaire pour tout le monde que de aller réacheter le contenant qui au final ne sert pas à grand chose. Donc là, il y a de la manipulation puisqu'effectivement, on va devoir réparer aussi les stylos qui vivent. Hein. Donc les élèves, forcément, on les trifouillés. Des fois, vont faire perdre les ressorts qui permettent au mécanisme de rentrer ou faire rentrer la mine ou pas. Donc il y a quelques cas, mais au final, ce qui va chapeauter un petit peu, pardon, l'ensemble de la démarche, ça va être aussi d'apprendre à respecter le matériel. Et ça va mm, peut-être être la chape de voûte un peu de tout ça. C'est oui. comment, dans cette démarche, on va prendre soin, comment on va faire durer un maximum les choses. Et là, on va en arriver tout simplement à prendre soin du matériel. Et je crois que ça, les élèves, à partir du moment où ils savent que le matériel va suivre d'une année à l'autre, ils ont conscience qu'il faut qu'il dure. Et le fait de découper ou maltraiter des fois les matériaux se produit beaucoup moins quand même. Mais c'est vrai que c'est important cette idée de prendre soin. Alors, il y aura toujours des élèves, pour des raisons ou autres, qui font moins attention, mais ça fait partie de l'éducation de les accompagner à faire mieux. Le réparer, c'est aussi, moi j'ai souvenir des ardoises, on était passé sur des ardoises naturelles, avec lesquelles on écrivait, alors pas forcément à la craie pour des questions d'allergie, mais avec justement des crayons gras de couleur blanche, hein, typiquement des Woody ou des Lyra Triple One, les plus fins. Vous retrouvez toutes ces références dans les documents qu'on vous a montrés au départ ou sur le groupe. Euh, et c'est vrai que ça faisait un petit stand sympa où on voyait au pistolet à colle, avec guidage de l'enseignant, les enfants en train de réparer les bordures d'ardoise en bois qui tenaient plus sur l'ardoise. On fait aussi comme ça un petit peu de technologie de manipulation, sachant que cette matière a été, là c'est un petit coup de gueule, cette matière a été abîmée à l'entrée du collège, alors que il faut quand même comprendre que dans le monde de demain, on a besoin d'hommes et de femmes capables de réparer, capables d'utiliser beaucoup plus leurs mains qu'aujourd'hui. Hein, on parle de low-tech, on parle d'être capable en autonomie dans son territoire de proposer des solutions manuelles et pérennes dans le temps. On a besoin absolument de la technologie. Hein. Enfin, voilà, petit coup de gueule. Donc là, c'est l'occasion aussi de réparer le matériel et les enfants sont très contents de réparer les choses, justement, et ils en prennent d'autant plus soin qu'ils l'ont réparé. Bon, Effectivement. Ils en sont fiers même. ils en D'arriver sont à fiers. réparer, de manipuler des pièces détachées. Effectivement, Oui. oui, c'est
de faire de deux produits abîmés un seul qui marche, par exemple, parce que des fois, sur des compas, par exemple, on n'a pas trop de choix. Évidemment, donc, au niveau mutualisation, ce qui fonctionne très bien, c'est les crayons de couleur, les feutres, si vous avez des feutres, voilà. Ça va être les outils de géométrie, mais ça, on le fait déjà pas mal quand même, l'outil de géométrie, c'est-à-dire les compas, les équerres et les compas, les Alors, pas équerres. tant que ça, Fred, parce que nous, on est dedans, donc c'est peut-être qu'on a peut-être déjà le regard un peu aiguisé, mais peut-être pour les gens qui vont se lancer dans cette démarche, il y a une chose qui est facilement voilà, mutualisable, c'est effectivement ces outils de géométrie, puisque Oui. on retrouve quand même, et les parents le disent, et du coup le disent plus, moi, dans mon école, puisqu'ils n'ont plus à l'acheter, c'est chaque année racheter une équerre. Alors, un compas, c'est plutôt pour le collège, mais une équerre, un compas ou une règle, puisque chaque année, ce sont, on va dire, les objets Oui. qui sont le plus martyrisés par nos élèves. J'ai employé le mauvais terme, c'est pas mutualisable. Alors si, Ouais, là où tu as raison, c'est que s'il s'agit de dire en fait, ça veut dire que l'école va prendre en charge une partie du matériel et ça va rester dans les salles de classe d'année en année. Alors c'est de la mutualisation, si on veut, interannée, hein. c'est On n'est ça. pas, voilà, c'est ça. Il y a aussi une mutualisation qu'on peut faire, le petite géométrie, entre deux salles nous c'est ce qu'on faisait, entre deux classes de CM1, CM2 ou deux classes de CM, hein, où les outils étaient dans le couloir et comme on n'avait pas les crayons en même temps, ben, on allait pouvoir les récupérer et on faisait une pierre, deux classes, quoi. Donc c'était plutôt pas mal. Mhm. Ça obligeait aussi à se concerter, à avoir des élèves responsables du matériel pour le ramener, le ranger. Voilà. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir et les élèves sont. Là, on vous donne les idées comme ça, mais l'idée, rappelons de la dynamique, c'est on problématise, on diagnostique, on problématise et ensuite on analyse tout ça, séance après séance, avec les enfants pour en arriver à ce qu'on dit là. Hein. Ce qu'on livre là, nous, est le fruit de pas mal de petites choses qui tombent sous le bon sens peut-être, mais qui finalement demandent du temps pour être appréhendées aussi par les enfants. Ensuite, dans cette pyramide, peut-être avançons et finissons, il y a deux autres R, les derniers, le recycler et le rendre à la terre. Alors, le rendre à la terre, il est fabuleux quand on le fait bien. Attention à ne pas composter n'importe quoi, notamment les tailles de taille crayon. Parfois, il y a des crayons malheureusement qui sont plastifiés, donc vous mettez du microplastique dans la terre, hein, attention à ça. On a des crayons, notamment sur EcoBureau, qui sont, j'en ai un ici, hein, mais vraiment tout en bois. Ce qui est assez hallucinant, c'est que vous avez plein de catalogues où vous pensez acheter des crayons bois, et en fait, c'est tout de la résine de synthèse. Les crayons papier, ils sont tous en résine de synthèse. Pas tous, hein, mais enfin, attention à ça. Et où il y a sur le crayon des matières plastiques. Et donc, quand vous les taillez, vous voyez une limite, par exemple, j'avais investi dans des fluos de ce type-là. On ne voit pas très bien, mais ils ont des pastilles pour le grip, hein, pour l'accroche, ils ont des pastilles en plastique. Donc ça, c'est dommage parce que quand vous taillez, vous générez ce plastique-là éventuellement dans votre compost. Je finis là-dessus. Peut-être Antoine, juste pour dire que le rendre à la terre, il est fabuleux parce que vous le maîtrisez, c'est chez vous, ça ne bouge pas de chez vous. Donc on est permaculture très bien, je gère, il n'y a pas de choses qui s'en vont très loin. Ce qui n'est pas le cas du recyclé. D'ailleurs, la pyramide le marque bien, celle-ci que j'ai pris au hasard, je vous avoue, sur Internet, là, elle y a marqué en dernier recours. C'est vrai que le recyclé, on a vu les dérives du recyclage, c'est loin des yeux, loin du cœur. Vous pensez, nous les premiers, faire bien en mettant dans la poubelle recyclage, et en fait, on se rend compte que les choses ne sont pas toutes recyclées, ne sont pas bien recyclées, partent au bout du monde, nécessitent un processus énergétique incroyable pour des fois être remis dans la machine. Donc, c'est un peu complexe. Antoine, tu m'entends bien? Je te vois grimacer. Non, je t'entends très bien, je Ah, t'écoutais avec attention. Non, non, c'est vrai, je te rejoins parce que c'est vrai qu'on a tendance et les industriels ont tendance à nous faire croire que c'est bon, c'est recyclable. Et c'est vrai que là, moi, j'appuie sur la pédale de frein également. Quand on y regarde de plus près, c'est vrai que nos caniveaux sont quand même pas si propres que ça, même si ce ne sont pas de gros déchets. Vous remarquerez que ce sont des fragments. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté, mais le World Cleanup Day, ou en tout cas les nettoyages, permettent aussi de rentrer dans cette démarche de problématiser autour du déchet. Donc les microplastiques, ça reste quand même un fléau. Et on voit bien qu'aujourd'hui, nos filières de retraitement sont à l'agonie. Elles ont du mal à ingérer quantité de déchets qui, malheureusement, ne vont pas en diminuant. Donc, et oui. le recycler, oui, effectivement, avec attention. Si c'est réparable, c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'on n'a même pas à le recycler, quoi. Et ça me faisait penser justement, parce que vous retrouverez aussi un article sur le polypropylène, puisque ça a été un sujet de Oui, débat en sur les plus. réseaux. Euh, Il est là. Quelle il est alternative au cahier en alternative, polypropylène? parce que c'est vrai que ça reste quand même, pour beaucoup de collègues, quand même l'objet, le cahier, on va dire, résistant, mais qui pose quand même certaines problématiques, parce que malheureusement, certains labels font croire que c'est recyclable, mais maintenant, quelle filière? Comment?
ou Oui. comment à l'école. Moi, je veux bien, mais en fait, tout à ce moment-là peut être recyclable, sachant qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, recycler nécessite toujours de la matière première. Et de l'énergie. On sait on dépasse aujourd'hui allègrement l'ensemble des limites planétaires et on arrive peut-être à la dernière limite. On peut se poser des questions. Est-ce que toujours, le recycler est toujours aussi pertinent? Donc, c'est pareil, je pense qu'il faut apprendre à faire attention. Effectivement, c'est toujours bien de vouloir recycler si on a les filières derrière qui sont capables de les absorber. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas et derrière, les conséquences sont pas toujours celles auxquelles on croit. Une petite chose qui fonctionne bien vis-à-vis du polypropylène, c'est soit de se dire c'est un outil de cycle qui va durer 3 ans avec des élèves jeunes et on assume le fait que le cahier, on veut qu'il soit durable. Et là, dans ce cas-là, on a eu le regard, l'esprit critique et très bien, on y va. Sinon, il y a des alternatives. On avait fabriqué avec la collègue notamment des protège-cahiers en craft, plutôt sympa. Ça peut être fait par les enfants également. Ou aussi avec le périscolaire, dans des liaisons avec le périscolaire et les animateurs du périscolaire. L'idée, il y avait des ateliers autour de la couture. Et donc, il y avait eu des protège-cahiers réalisés avec du tissu récupérés par les parents, etc. Donc, oui, c'est aussi des dynamiques de projet où les enfants apprennent à coudre. Encore une compétence qui va être extrêmement importante pour garçons et filles, je précise évidemment, pour le 21e siècle, apprendre à réparer ses vêtements pour ne pas en consommer toujours davantage. On va avancer, Antoine, parce qu'il nous reste 20 minutes et on va tenir l'horaire. Alors, on a déjà parlé de tout ça, mais dans cette construction-là, il s'agira dans la séquence de proposer aux élèves des ateliers de travail autour de ce cartable vert. Alors, ça peut être, on l'a dit, réparer le matériel, rechercher le matériel perdu dans les différents endroits de l'école, les placards, etc., et faire l'inventaire de ce matériel-là. Voilà. Puis ça nous évitera de le faire. Non, je rigole, c'est une compétence qu'on construit avec eux. Mettre en place ces mutualisations concrètement, c'est-à-dire, tiens, on organise les îlots, comment on organise, comment on accède à ce matériel qui est mutualisé, selon quels critères, qui en est responsable, etc. Et enfin, ça, on l'a pratiqué, toi, Antoine, je pense, moi, j'ai eu la chance de le faire également. Et bien enfin, quand on a finalisé, alors, cette recherche de matériel, il faut qu'on en parle, Antoine. Oui, complètement. Oui, soit là, on a un petit peu détaillé un petit peu les différentes phases ou comment mener ce projet dans les grandes phases plutôt. Mais on va vous proposer quelques outils très pratiques et qui nous ont, nous, aidés dans notre pratique professionnelle avec nos élèves. Une fois qu'on a défini qu'on avait besoin de coller, par exemple, si on dit, OK, non, on garde la colle pour, par exemple, le cahier de liaison, ou alors on a réduit son besoin, mais il y a quand même besoin d'une colle. OK, quelle colle on va acheter? Alors à ce moment-là, soit on a des élèves assez jeunes. Le cycle 1, c'est même un peu trop jeune peut-être. On va se concentrer peut-être sur la matière des objets. Sur le cycle 1, c'est déjà ça, et sur le fait de savoir les catégoriser. Mais au cycle 2, il existe des catalogues fictifs. Donc là, le réseau École et Nature avait fait ce catalogue que vous voyez à l'écran, je crois, où il y a différents produits de l'école. Et ce catalogue, il va permettre, si je prends par exemple, je vais vous parler d'école. Alors, est-ce qu'il y a l'école dedans? Je n'ai pas regardé le sommaire bêtement, donc j'y vais sans regarder s'il y a l'école. Il y a les correcteurs, il y a les feutres, il y a la peinture. Ah, il y a l'école, elles sont ici. Donc voilà. Ils ont mis des produits fictifs. Donc là, il y en a 4. Et ces produits, alors, vous ne voyez pas bien, je ne sais pas si je peux zoomer sur mon écran. Si. Ils ont une description. Avec une matière, un prix, un lieu de fabrication. Donc les enfants vont être amenés à discuter entre eux pour voir est-ce que où c'est que c'est fabriqué, en quoi c'est fait. Évidemment, privilégiable, ça ne faut pas leur dire. Ils vont travailler. Puis on va synthétiser ça, mise en commun, et puis voir que peut-être le super combo, c'est quelque chose qui est fabriqué pas très loin de chez nous, en France ou en Europe, quelque chose qui est fait plutôt en bois, voire en métal, mais que le plastique, pas trop. Le plastique, globalement, c'est l'ennemi à abattre. On parle souvent d'école zéro déchet, on devrait essayer de l'école zéro plastique, sauf les plastiques dont on n'a pas le loisir de se séparer. Mais plastique jetable notamment, il faut Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, moi, typiquement dans ma classe, ça fait 5 ans que j'ai les mêmes pots, alors oui, qui sont en plastique, mais qui ont l'avantage d'avoir un applicateur. Mais, la démarche a été poussée un petit peu, c'est-à-dire qu'on a cherché aussi, au bout d'un moment, à se dire, mais est-ce qu'on a besoin de toute cette colle? Parce que l'applicateur, soit on est allé au pinceau et du coup on mettait beaucoup de colle, soit on allait trouver une alternative avec un applicateur qui permettait de déposer la quantité suffisante de colle. Mais le plastique, le contenant, effectivement, est en plastique, mais ça fait un petit moment qu'on l'a. Et donc, Non, tu as raison, c'est encore une fois une idée de compromis. Il ne s'agit pas ici d'être parfait. On n'a pas besoin de quelques gens parfaits, on a besoin de plein de gens imparfaits, mais qui ont pris conscience et qui essayent ensemble de faire des choses. Moi, j'aime beaucoup ce leitmotiv. Il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres qui ne vont pas fonctionner. C'est pas grave. En tout cas, la démarche, elle a été initiée, elle a été comprise par les élèves.
justement, c'est intéressant aussi d'avoir des choses. Bah, tiens, on avait pensé à ci, à ça, on avait fait attention d'où la provenance, on a fait attention aux matériaux, mais en fait, au final, on s'est aperçu dans l'utilisation, par l'expérience directe, que ça correspondait pas à notre besoin, ou en tout cas, il était trop fragile, ou peu Voilà. importe quel est le cueil. Mais en tout cas, c'est bien d'en faire l'expérience et d'avoir été au bout de la démarche dans son utilisation, dans sa durabilité. Ah ben ça, on va le dire juste après, parce qu'effectivement, alors ce catalogue fictif, c'est bien pour des élèves de cycle 2, voire cycle 3, mais déjà, à partir du cycle 3, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait directement sur les catalogues des fournituristes, hein, Pichon, Majuscule, Sadel, etc. On définissait, je ne sais pas, bah tiens, on va travailler aujourd'hui sur les compas, sur le compas. Donc déjà, chercher, il y avait 4 groupes de travail, déjà chercher dans le catalogue où se situe le compas, donc trouver table des matières, les compas, etc. On analyse lequel vous choisiriez, pourquoi. Donc là, ils font une étude. On peut aller plus loin, c'est-à-dire, bon, on a besoin de 30 compas, on est d'accord. Combien ça va vous coûter? Là, on commence à travailler, hein, évidemment, la multiplication avec les décimaux. On commence à travailler le tableur double entrée, si on décide de rentrer ça sur un tableur pour vraiment avoir un budget à respecter. On peut aller bien loin dans la démarche en associant des mathématiques, dont je viens d'en parler, mais aussi de la géographie, puisque d'où viennent les produits, de la science, puisqu'on est sur de la science écologique, et puis les matériaux, etc. Et ensuite, une fois que c'est défini par les enfants, que ce soit sur catalogue fictif ou catalogue réel, eh ben, on peut leur permettre d'être avec nous, surtout pour les plus grands, voire de passer commande. C'est eux qui passent commande, évidemment, sous votre contrôle. Donc, ils remplissent le panier, qui valident le panier, etc. Ça peut être un exercice. Nous, on l'a fait une année. C'est plutôt chouette. Et donc, c'est eux également qui vont. Alors, ça dépend du timing que vous opérez dans l'année. Mais non, ça serait bien que ce soit eux qui réceptionnent le matériel, qui puissent contrôler que ce qui a été reçu est bien ce qui a été finalement commandé, et qu'ils analysent eux-mêmes aussi, au-delà des produits, Antoine l'a dit, est-ce que le produit il correspond à ce qu'on voulait? Est-ce que l'emballage était correct? Est-ce qu'il n'y a pas… Moi, j'avais des élèves qui étaient offusqués de voir un tout petit truc dans un carton énorme, hein. Vous savez, on a tous connu ça. Et là, c'est très, très chouette que ce soit les élèves qui, dans le cadre d'un écrit collaboratif, fassent un retour aux fournisseurs en disant, nous, on est très contents, merci parce que vous avez fait l'effort d'eux. Ou alors, nous, on n'est pas du tout contents parce que, voilà. Et je peux vous promettre que les fournisseurs, quand c'est des enfants, ils répondent très vite. Et qu'au moins, ça leur met un peu le… Voilà, tes fournisseurs, tu bosses sur la fourniture scolaire, donc tu bosses en lien avec l'école, avec cette fabrique d'avenir. Donc, tu as ton rôle aussi à jouer. Tu es aussi dans le monde éducatif. Et donc, c'est bien quand les enfants peuvent les interpeller. Antoine, un petit… je pense que c'était au bout de la chose, c'est-à-dire depuis la problématique jusqu'au moment où les enfants reçoivent, utilisent, et puis comme tu l'as dit, on se plante, on avance, on refait, on améliore d'une année à l'autre. Puis une fois qu'on est lancé là-dedans en tant qu'éducateur, en général, on ne s'arrête pas, hein, on est toujours en train d'aller plus loin. Ouais, effectivement. Et puis on peut aller jusqu'à l'éducation budgétaire, financière, là, dont on entend un petit peu parler. On peut se poser des questions sur ces objectifs-là, mais en fait, c'est vraiment apprendre aux citoyens qui va avoir une vie, d'appréhender sa vie aussi en tant que consommateur, donc sa vie économique, et d'appréhender à gérer un budget aussi. Donc il y a tout un aspect, Voilà. encore une fois, social, hein, de citoyen éclairé, lorsqu'il va se retrouver face à un produit, de savoir un petit peu avoir ses réflexes vis-à-vis d'un objet de consommation courant. Donc Oui, là, on est encore dans l'EMC aussi, puisqu'on l'a pas forcément évoqué, mais parce que ça englobe tout le projet, bien sûr. et vraiment dans la formation du citoyen, de la personne. Et on est dans la coéducation parce que cet effort-là, la fin d'année, a fait que quand vous écrivez aux parents sur la liste des fournitures, donc moi, dans mon cas personnel, c'était, chers parents, voilà, pour l'année prochaine, on ne vous demande pas grand-chose. De toute façon, puis même, on luttait contre l'excès de matériel que les enfants ramenaient sur les tables, hein, qui gênait de la concentration et gênait l'idée de classe flexible également. C'était l'idée, voilà, vous aurez besoin d'un agenda, parce qu'on savait que les enfants aimaient bien avoir leur agenda, mais sachez que nous, on avait des agendas en salle de classe qu'on pouvait donner aux enfants. On avait des agendas basiques, voilà, pour les familles peut-être des fois plus démunies. Juste un stylo avec lequel l'enfant se sent bien à écrire, parce qu'on n'a pas, voilà. Mais c'était à peu près tout ce qu'on demandait vraiment aux parents. Le reste était mutualisé, pris en charge par notre budget de classe, en sachant que quand on mutualise, on gagne de l'argent sur son budget de classe. Donc moi, année après année, je dépensais jamais mon budget. Et l'idée, c'était quand même de pouvoir, voilà, que ça revienne au… C'est pareil, j'avais des collègues qui me disaient, moi j'étais un peu en désaccord avec ça, on a la chance qu'on nous donne de l'argent, on le dépense. Non, cet argent, il vient quand même de l'impôt qu'on prend à des gens qui travaillent. Donc à un moment donné, si on n'a pas ce besoin, on ne dépense pas l'argent. L'argent, il vient de quelque part, il est précieux. Et l'argent, il a un impact carbone constant. Ça, c'est un autre live qu'on pourra faire, parce qu'on ne comprend pas trop ça. Notre impact carbone le plus fort, il est dans le placement qu'on a à la banque et ailleurs. Donc attention à l'argent. Toujours est-il que les parents, ils recevaient un mot très réduit. Et on leur disait par contre, si vous pouvez fournir aux enfants une gourde, voilà, investissez dans une gourde, que les enfants aient une gourde correcte. Voilà.
si possible en inox, pour les raisons de santé, plutôt que du plastique ou de l'alu. Voilà. Ça coûte un peu d'argent, mais au moins, ils n'avaient pas le reste à payer. Et puis, des gants pour jardiner ou ramasser les déchets. Et finalement, on rééquilibrait la liste de fournitures avec des choses qui étaient en lien complet avec la transition écologique et sociale élargie. Voilà. Antoine, toi, tu as été plus loin. Petit exemple rapide, il nous reste 10 minutes. J'aimerais qu'on tienne le timing. Par rapport à la ville de Pau. Allez, 3 minutes sur la ville de Pau et ton travail avec la collectivité. Eh bien, tu citais en début de webinaire effectivement des initiatives qui étaient un petit peu parallèles, ou en tout cas qui sont engagées dans cette démarche équivalente, notamment la ville de Grenoble avec le cartable sain de souvenirs, je crois. Voilà, chacun avait sa terminologie et la ville de Pau avait effectivement aussi une animation donc sur le temps périscolaire qui correspondait un petit peu, alors on va dire, de rentrer par la focale du déchet également, mais avec un versant effectivement sur les fournitures. Et donc j'ai partagé avec eux la démarche pour Prof en transition, donc du cartable vert. Ils ont été très intéressés de la réflexion qui a été menée par les élèves. On a essayé d'élargir ça au temps périscolaire, donc c'est-à-dire qu'ils proposent aux élèves aussi les mêmes fournitures sur le temps périscolaire, pour qu'il y ait cette continuité aussi, qui voit que le temps de l'enfant ne s'arrête pas au temps scolaire, mais qu'il y a aussi l'ensemble des adultes qui s'emparent de cette problématique, ou en tout cas de ces enjeux-là. Et donc voilà, j'ai partagé dans le document que vous montre Frédéric les choix qui ont été effectués par les élèves et dans quelles sont les références chez nos fournisseurs de la ville de Pau sur lesquels on peut retrouver un petit peu les produits sélectionnés avec mes élèves. Donc le fameux applicateur de colle, dont la colle d'ailleurs n'était pas terrible, mais ça a été un choix, parce qu'on a préféré du coup réduire la quantité de colle versée, mais une fois qu'elle était finie, cette colle qui contenait effectivement des composés organiques volatiles, bon pas terribles, on a pu la remplacer par de la biogomme que vous avez vu juste de Cléopâtre, qui est fait en France avec des matériaux un peu plus nobles. Et donc cette démarche a été proposée à d'autres écoles, donc la ville de Pau après a fait le choix de constituer, on va dire, un trousseau, ou en tout cas un ensemble de fournitures tests comme ça qu'ils ont prêté avec l'ensemble de leur démarche à d'autres écoles de la ville de Pau pour que ça puisse faire des petits et que d'autres classes puissent s'emparer de la démarche et puissent proposer peut-être à leur tour également des alternatives. Donc c'est un petit peu l'effet boule de neige et l'effet boule de neige qui emmène à la fois d'autres élèves, d'autres écoles, mais aussi d'autres adultes. Et donc, on élargit fortement le rayonnement en fait de la démarche. Et petit à petit, ça crée d'autres ponts auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et tout ça va encore dans le sens d'une cohérence globale de l'école et qui ne s'arrête pas forcément au temps scolaire. Oui, tu l'as dit, c'est cher à Prof en transition qu'il y a, au-delà des enseignants du premier et du second degré, sur le réseau, beaucoup de gens qui viennent du monde associatif, qui viennent du monde institutionnel ou des collectivités, etc. Ce que tu dis là, moi, dans mon école, ça a été à peu près pareil, c'est-à-dire cette démarche que j'avais dans ma salle de classe, partagée par ma collègue de cycle 3, que je salue d'ailleurs si elle regarde un jour ce live. Donc, on était dans une démarche vraiment économique et puis en lien avec l'écologie, c'est-à-dire notre objectif, c'était de dépenser, le jeu, c'était de dépenser le moins d'argent possible, en se disant, on arriverait à faire les mêmes choses en dépensant le moins d'argent, le défi était plutôt sympa. Et ça fonctionnait bien. Pour info, je crois que j'avais 800 € de budget à l'année et j'en dépensais toujours entre 300 et 400. Voilà. Bon. Après, il fallait quand même dépenser un minimum pour travailler, mais voilà. Mais, et après, ça a fait boule de neige dans les autres cycles de l'école. C'est-à-dire, c'était une logique d'établissement. On a fait des conseils des maîtres pour en parler. Ça nous a aidé à être labellisés. Voilà. Ça a eu le mérite, comme dit Antoine, de faire discuter les adultes entre eux, les éducateurs, de se positionner, de réfléchir à son métier, et puis sur les enjeux qui nous animent. Et ensuite, j'ai essayé de faire du lien inter-établissement, et je me rappelle, ça a plus ou moins bien fonctionné. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'aller jusqu'au bout de cette démarche, mais l'idée, c'était, j'étais parti, je me rappelle, avec un petit carton où il y avait les crayons gras, les petites chiffonnettes pour effacer, jusqu'au collège, et dire, voilà, je vous le prête, pour que les enseignants puissent tester tout ça. Une moitié des enseignants avaient adhéré à la démarche, l'autre moitié non. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que cette démarche bouscule notre geste professionnel. On change. La transition nous demande de changer. La transition nous demande un effort. Ceux qui vous disent que la transition se passera sans effort, que ce soit intellectuel ou voire même physique, là c'est un peu différent, mais ce n'est pas vrai. La transition nécessitera ces efforts qu'on fasse. Donc certains collègues ne voulaient pas changer leur habitude et voulaient garder les feutres chimiques au tableau. Très bien, parce que c'était plus facile à effacer, etc., etc. Ce qui peut
Voilà. Bon, on a fait une vidéo là-dessus, on vous montrera les multiples avantages du crayon gras vis-à-vis du feutre chimique. Mais je veux dire, voilà, c'est une démarche, c'est un nouveau regard. Les élèves, ils sont très, par contre, sensibles. C'est-à-dire, quand mes élèves sont partis au collège et qu'ils ont vu des professeurs qui ne rentraient pas dans cette dynamique-là, ces professeurs, pour eux, n'étaient pas très cohérents du point de vue de la transition écologique et sociale. Donc, c'est plus difficile ensuite d'aborder ces sujets en tant qu'éducateur si on ne montre pas soi-même un petit peu l'exemple. Dernier détail par rapport au secondaire. Alors, on avait un collègue à nous de prof en transition, Florent, que je salue également, qui nous avait sur un live signalé que pour un gestionnaire de collège, si ce gestionnaire n'a pas la fibre écologique, ce qui peut arriver malheureusement, c'est l'économie réalisée qui va compter. Rentrer dans ces démarches-là, c'est mutualiser, c'est peut-être investir un tout petit peu plus, mais le produit va durer plus longtemps. Un crayon gras coûte en moyenne 30 à 40% de plus qu'un feutre chimique pour tableau, à peu près. Par contre, ce crayon gras-là, il équivaut à 5 ou 6 fois l'utilisation du feutre chimique. C'est-à-dire que moi, j'en étais à jeter mon premier crayon à la poubelle. Enfin non, il était composté, il était taillé au mois de février, alors que d'habitude, j'avais calculé, j'aurais déjà mis à la poubelle 6 ou 7 feutres chimiques. Donc voilà, il faut faire comprendre cette logique-là. C'est effectivement important et ça peut très bien être mené dans le cadre aussi des éco-délégués, de leur conseil d'éco-délégués, puisque ce sont les meilleurs ambassadeurs et ils vont pouvoir montrer aussi par A plus B, ou en tout cas approcher cette démarche de durabilité ou en tout cas d'amortissement du prix. Alors, on va peut-être pas en parler avec ces termes-là, mais ils vont vite comprendre que finalement, on l'a payé un petit peu plus cher, mais effectivement, on va le retrouver rapidement les années qui suivent. Eh oui. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Ne pas prendre le premier prix pour que la chose dure plus longtemps. Enfin, c'est une logique, mais finalement, c'est cette logique d'achat, et on conclura là-dessus, il nous reste 2-3 minutes. C'est cette logique du consommateur qui achète, qui a un choix à faire, et il s'agit d'aller vers le produit qui sera, soit de ne pas consommer, on l'a dit, soit d'aller vers le produit qui sera le plus durable. Ce n'est pas forcément celui que vous payez le moins cher, mais ça, on enfonce, je crois, des portes ouvertes, sauf par nécessité. Malheureusement, on vit aussi une crise sociale et économique qui fait que ce discours-là, il n'est pas toujours entendable. Mais justement, faisons-nous, service public aussi, des économies là où on peut les faire, alors qu'il y a des moments où il faut mettre de l'argent aussi dans le service public, mais c'est autre chose. Voilà, c'est un équilibrage à avoir de façon à ce qu'à la fin, l'argent circule au bon endroit et vers les vrais besoins de notre société. Antoine, Ne pas oublier surtout de communiquer auprès des familles la démarche, parce que je pense qu'il faut qu'elle soit partagée, entendue, et en fait, elle est souvent très, très, très bien acceptée, parce que les élèves le remontent, qu'est-ce qu'ils travaillent en classe, et donc, en fait, il y a un aboutissement derrière. Ils le voient bien, au final, que d'année en année, ben, on joue le jeu aussi hein, de la gratuité des services publics, ce qui pourrait heurter certains collègues en disant on déresponsabilise les parents. Au contraire, je pense qu'ils voient qu'on joue notre rôle d'éducateur responsable, et c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on est en train de former des citoyens responsables, chose que l'on n'a peut-être pas été suffisamment formés, nous jeunes. Donc, oui. on prend notre rôle à cœur, justement, et on répond aussi aux instructions ministérielles Oui. aussi, puisque Et bien aujourd'hui, on nous demande de faire ça, donc allons-y. allons-y. C'est un Allons-y super projet dans lequel vous allez vous éclater. Moi, je suis content d'en parler ce soir parce que c'est vraiment un projet facile à mettre en œuvre et qui va peut-être vous mettre le pied à l'étrier sur d'autres thématiques également derrière. Oui, vous retrouvez ça sur le site Prof en Transition, sur le groupe Facebook. Si vous n'y êtes pas encore, on vous accueille avec un grand plaisir. Il y a une richesse tous les jours, des échanges sur plein de sujets, pas que celui-là. Vous le retrouvez avec le hashtag Cartable Vert si vous recherchez sur notre groupe Facebook. Avec Antoine, on vous dit à très bientôt pour des futurs formats Pet Live, puisqu'on va reconduire ces formats pour rendre dynamique un peu tout ça et puis répondre au plus près des besoins de nos collègues de terrain. Et puis voilà, il est temps de vous saluer, de vous souhaiter une bonne soirée. À très bientôt sur Prof en Transition. Au revoir à tous.